La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle En lisant, en écrivant, Olivia Gesbert s'entretient avec l'auteur italien Eri De Luca. Bonsoir à tous, plaisir de retrouver cet auditorium de la BNF pour cette saison littéraire avec un grand invité aujourd'hui pour sa masterclass. Il est l'auteur de Monte d'Idiot qui a eu le prix Femina étranger au début des années 2000. Il est également l'auteur du Poids du papillon, du Tour de l'oie ou encore de Impossible qui est peut-être votre roman, mon roman préféré de vous. Un homme engagé dans ses livres et dans sa vie, aux côtés des ouvriers, aux côtés des migrants, aux côtés des déclassés. Il a milité aussi contre la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Turin pour une légitime défense du sol, de l'air et de l'eau dont il s'est fait le porte-voix. Il est écrivain, il est traducteur, il est poète, il est italien. C'est donc Eri De Luca qui se prête aujourd'hui à ce jeu de la masterclass avec vous. La classe du maître. C'est un beau titre, hein, mais vous êtes le maître de quoi, vous, Eri De Luca, aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes le maître du jeu ? Est-ce que vous allez être le maître de vos choix ? Je ne suis pas maître du tout. Je suis resté élève. Et un élève aussi lent à apprendre et vite à oublier ce que j'apprends. Donc je suis un intrus ici dans ce titre de masterclass. Non, ce n'est pas mon cas. Mais même dans les choses qui se sont produites dans ma vie, je ne peux pas dire de l'avoir choisi, d'avoir été le maître des choix. Je suis quelqu'un du XXe siècle qui a été un siècle très exigeant envers ses citoyens. C'est un siècle qui est intervenu avec beaucoup de violence dans la vie des gens. C'est le siècle des grandes immigrations, de millions d'êtres humains se sont déplacés d'un continent à l'autre, en séparant les gens, les familles, les personnes de leurs lieux, en les renvoyant dans les exils. C'est le siècle des guerres mondiales. La deuxième guerre mondiale a été la guerre où le produit brut de la guerre a été pas les soldats vaincus et abattus, mais les citoyens, les civils. Non, c'est un siècle. La deuxième guerre a été un siècle criminel pour ça, parce que vise comme cible les civils plus que les soldats, comme effet. Donc c'est un siècle qui a donné des coups de pied à ces gens. Et j'ai obéi à certains coups de pied. Donc c'était un siècle qui s'est battu avec le format des révolutions. Avec le format des révolutions, depuis le début du siècle, on a changé la géographie du monde. Des empires coloniaux sont tombés, sont nés des nouvelles nations à travers les luttes de libération nationale. Donc c'est un siècle révolutionnaire. J'étais un révolutionnaire parce que j'ai obéi à l'ordre du jour de mon siècle. J'ai été ouvrier parce que c'était un siècle des ouvriers, où la grande partie de la production du monde était faite par la force de travail. J'ai fait l'ouvrier parce qu'il n'y avait que ça à faire pour moi. Donc j'ai obéi, mais je n'ai pas décidé de faire. Donc vous dites, je ne suis le maître de rien, pas même le maître de moi-même. J'ai obéi à l'époque, aux urgences de l'époque. Vous ne pouvez pas dire non plus ni Dieu ni maître. Ça, c'est une devise que vous ne vous réappropriez pas, Eri De Luca. Je ne suis pas croyant. Mais je fais une petite distinction entre non-croyant et athée. Vous êtes non-athée aussi. Je suis non-croyant. Parce que l'athée est quelqu'un qui a exclu la possibilité de la divinité de sa vie et aussi de la vie des autres. Donc si quelqu'un, en athée, quelqu'un qui dit l'autre se trompe complètement sur son imagination et son acte de foi. J'exclus la divinité seulement de ma vie.
mais pas de la vie des autres. Je pense que quelqu'un qui a à la fois une relation, une intimité, une connaissance que je n'ai pas, parmi les nombreuses que je n'ai pas. Donc j'exclus la divinité de ma vie, donc je suis non-croyant. Mais avec ce participe présent du verbe, je suis tous les jours non-croyant. Non, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas cru une fois pour tous. Mais tous les jours, dès que je fais des lectures habituelles de l'écriture sainte, je fais des lectures habituelles quotidiennes, chaque jour je renouvelle l'impossibilité de me tutoyer avec la divinité. Donc ni Dieu, ni maître. Mais non, les maîtres, les maîtres, je l'ai eu sur les chantiers, sur le lieu de travail, il y avait les maîtres. Il y avait les maîtres, il fallait obéir au travail. Donc j'ai eu les maîtres. Et en littérature, Éric De Luca, vous avez des maîtres? Non, en littérature, j'ai eu la plus grande bonheur de ma vie comme lecteur. Comme lecteur, j'ai eu des enthousiasmes de lecteur. Je suis beaucoup plus lecteur qu'écrivain, parce que je peux lire dans différentes langues, mais je peux écrire seulement en italien. En plus, j'ai lu beaucoup plus de ce que j'ai écrit. C'est normal. Et comme lecteur, j'ai eu des découvertes, des enthousiasmes que je ne peux pas avoir quand j'écris. Parce que quand j'écris au maximum, je sais que mieux que ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est le maximum de mon bonheur. Non, ça veut dire que je peux licencier les pages parce que mieux que ça, je n'arrive pas. Donc, la littérature, pour moi, est ce que je lis, non ce que je fais. Et comme lecteur, vous dites avoir eu des grands plaisirs. Si. Est-ce que certains, pas des maîtres. Est-ce que certains, pas des maîtres, voilà, certains. Il n'y a pas des auteurs qui vous ont, parce que vous êtes un autodidacte, de la lecture et de l'écriture. Il n'y a pas des auteurs, des écrivains qui vous ont guidé, qui vous ont transmis ce plaisir de l'écriture, qui vous ont appris à écrire à travers vos lectures. Et non, parce que le lecteur que je suis ignore complètement l'écrivain que je suis. Ils sont deux personnes qui ne se complètement ils s'ignorent. Donc, il n'y a pas de suggestion. Le lecteur ne peut rien suggérer à l'écrivain. Vous êtes né à Naples en 1950, Éric De Luca. À 18 ans, vous partez vivre à Rome. Ce sera pour vous un nouveau départ. Vous parlerez d'une déchirure, notamment pour votre père, tel qu'il l'a vécu. Et vous devenez à ce moment-là un autre homme. Vous allez rejoindre les rangs d'une jeunesse en colère. Vous êtes communiste à 16 ans, anarchiste à 18 ans. Est-ce que ces engagements de jeunesse ont influencé votre écriture? Non. Ont influencé ma constitution de citoyen. Je suis un citoyen qui est forcé à prendre des engagements face à des choses, des réalités qui montent sur moi et qui m'obligent à répondre, à réagir. Je suis un lecteur, mon livre préféré est le livre d'Essai Quichotte. Mais mon identification est dans le cheval de Quichotte, Rosinante. Parce que comme ce cheval, j'étais chevauché par certaines bonnes causes qui me sont montées sur le dos et qui m'ont forcé à aller contre des objectifs, contre des cibles. Donc je suis souvent, ce diable du XXe siècle m'est tombé sur le dos et m'a forcé dans une direction. Il y a un verset du Talmud qui dit, du livre de Pirkei Avot, le rouleau des pères, qui dit « Ne t'es pas imposé d'accomplir l'œuvre, mais tu n'es pas libre de te soustraire. » C'est comme ça que je me suis trouvé à réagir Ça explique ce que j'ai pu faire comme citoyen. Mais non, comme écrivain, non. Comme écrivain, je suis quelqu'un qui écrit des histoires. Je n'ai aucune thèse à imposer dans ce que j'écris. Et en écrivant des histoires, est-ce que vous avez, comme Don Quichotte, vous êtes dans une quête de vérité, ou plutôt dans une envie de dévoiler la réalité? Ou est-ce que vous êtes vous aussi dans ce rapport un peu brouillé entre la fiction et la réalité? Où est-ce que vous vous situez entre les deux?
Et non, du côté irréalité. C'est pareil que la vérité? La vérité, c'est une émotion. Par exemple, je lis que dans un vers de Marina Tsvetaeva qu'au-delà de l'attraction terrestre, il y a l'attraction céleste, dit Marina. Ça, c'est une révélation pour moi. C'est la découverte d'une force qui pousse du bas vers le haut. Existe en nature, ce n'est pas une attraction. Alors ça, c'est la vérité. Qui est une émotion brusque, soudaine, qui me fait sursauter, mais après, tout de suite, est évidente. Non? Ça, c'est la vérité. La vérité est une surprise qui devient tout de suite évidente. La réalité, non, c'est quelque chose que se présente obstiné tous les moments et oblige à des réponses au fur et à mesure des circonstances. Donc, non, je viens. À Naples, il y avait le réalisme était le fait qu'il y avait des fantômes qui venaient dans les rêves et donnaient des numéros du loto. Ça, c'était la réalité. Les gens allaient au guichet du loto et commençaient à parler avec l'employé et il se fait à raconter, à dire des histoires et l'employé extrait des numéros pour le loto. Ça, c'était la réalité. Naples était plein de fantômes, plus d'un qu'un château écossais. Et ces fantômes, ils reviennent vous hanter régulièrement, Eri De Luca? À moi, si. Oui. Moi, je suis le gardien. Je suis un gardien des fantômes. Parce qu'il vient chercher moi. Parce que les autres ne croient plus, ne s'aperçoivent plus des fantômes. Les autres, le monde, ne s'aperçoit plus des fantômes. Alors, les pauvres doivent trouver quelqu'un qui les donne de l'accueil, non? Donc, je suis en lieu où se retrouvent les fantômes. Ils vous parlent aussi? Si, ils parlent entre eux. Non, pas avec moi. Non, je suis le lieu de leur rencontre. Donc ça, on peut prendre comme une perturbation de la perception, non? On peut dire comme ça. Si je n'étais pas ici écrivain, quelqu'un m'aurait offert quelques médicaments, Mais non. Mais c'est comme si vous voulez donner éliminer la rauchedine, comme on dit, à Louis Armstrong, non? Qu'il paraît qu'il chantait avec cette voix. Alors, il y avait un médecin qui voulait le soigner. Il a dit non, mon ami, parce que tu me ruines. Tu me mandes à la ruine, tu me jettes dans la... Donc, il y a ce passé qui revient régulièrement vous hanter. Il y a ces fantômes qui vous accompagnent et qui vous racontent ou qui se disent des choses et vous captez ces paroles et vous en faites aussi en partie des livres. Est-ce que la mélancolie, vous préférez ce terme ou celui de nostalgie? Mélancolie plutôt, non? Est-ce que c'est aucun des deux? Non, je n'ai pas ce sentiment. Je suis né sans mélancolie et sans nostalgie. Donc, c'est une manque de départ. Donc vous ne la chassez pas, la mélancolie. Vous essayez pas de lui échapper. Elle n'existe pas. Non. Elle est absente. Elle ne vous guide pas. En plus, je suis complètement privé d'ennui. Je ne me suis jamais ennuyé. Donc c'est une condition de notre époque. Peut-être j'étais quelqu'un d'une autre époque qui s'est trouvé à être contemporaine. Pourquoi vous vous êtes jamais ennuyé? Parce que finalement, vous cohabitez bien avec vous-même ou vous vous entourez des autres? Parce que ça revient à l'acte d'écriture où je me demandais pour vous, est-ce que dans le fait d'écrire, vous disiez qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement dans l'écriture aussi, Eri De Luca. Est-ce que c'est un acte collectif, un acte solidaire pour vous, l'écriture? Ou est-ce que c'est un acte égoïste et un acte solitaire? Absolument égoïste. Égoïste, parce que j'ai écrit une histoire et je me tiens compagnie avec une histoire. Parce que je commence avec une idée, un souvenir souvent, mais dès que je commence,
le souvenir ne reste pas là à se faire reproduire dans l'écriture. Il commence à bouger. Il a des divagations, des variations, des suggestions. Il me fait oublier et je sens qu'il m'échappe continuellement le fil de souvenirs. Il y a une continue divagation dans ma tête. Et ça me permet de me raconter une histoire à moi-même, à travers l'écriture. L'écriture me raconte une histoire. Avec l'écriture, je me raconte une histoire. Donc c'est un acte égoïste, oui, si, égoïste, mais égotique complètement. Tout a bien dans moi-même. Mais dès que le moi-même est plein de fantômes, alors il y a une multiplicité de personnes. Mais alors comment vous faites pour savoir quand vous avez la bonne histoire ? Comment naissent les idées et quelle est l'idée que vous allez choisir de garder pour en faire un livre, pour développer cette histoire, pour vous y accrocher ? Quand est-ce que vous vous laissez habiter par une idée ? C'est qu'un souvenir de quelque chose. Et le souvenir est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je n'ai pas un catalogue de souvenirs dans moi. J'ai un dépôt auquel je n'ai pas accès. Mais quand il y a un détail qui vient de l'extérieur et entre en contact avec un souvenir déposé à l'intérieur, alors commence une histoire avec laquelle je suis heureux de retrouver des personnes. Et je commence à écrire cette histoire. Mais je l'écris à la main. Et j'avance jusqu'à ce que l'histoire, tout à coup, se termine. Parce que je ne décide pas quand l'histoire se termine. C'est l'histoire qui décide de se terminer. Et alors je m'arrête. Et après, qu'est-ce que je ferais un écrivain vrai ? Censé, oui. Relire ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit. Non, pas du tout. Je réécris ce que j'ai écrit. Je recopie. Je me mets à recopier parce que j'ai besoin de la lenteur de recopier. Et je le fais 3 fois. Si je fais une recopie 3 fois, ça veut dire que le livre, que l'histoire est bonne pour moi. Sinon, je ne réécrirai pas. Mais en réécrivant, vous changez, vous raturez, vous modifiez. J'ai fait cet emploi. J'ai un cahier, et j'écris à la main. J'ai un cahier et j'écris sur la page droite. Et je laisse la gauche libre pour des ajouts. Et après, quand je fais le recopie, la page gauche reste toujours vide. Donc, vous faites confiance en vos 5 sens, Eri De Luca. Hein. Il y en a un parmi les 5 qui est particulièrement important pour vous. Si. C'est celui-là ? Si, c'est l'arbre maître des sens. C'est Louis, oui. C'est Louis. Pourquoi il est plus important que les autres, celui-là ? Parce que je suis grandi dans une ville qui était bâtie avec le touffe. Le touffe, c'est un matériel de construction qui vient des couches du volcan, de l'éruption, qui a été creusé depuis l'époque des Grecs. Et donc, le touffe, c'est un matériel qui sert pour faire des bâtiments, non, pour séparer les chambres. Mais le touffe, comme matériel, ne veut pas séparer. C'est un matériel cordial, le touffe. Il veut mettre en relation. Donc, tout ce qui se passe dans l'autre chambre, à travers le touffe, on l'écoute. Mais tu écoutes ce qui se passe dans les autres étages, dans la maison en face. Donc toute cette cordialité acoustique du touffe m'a fait devenir un écouteur fixe d'histoire. Et il racontait des histoires magnifiques. Des histoires magnifiques de tremblements de terre, de fantômes, de bombardements. Même les bombardements étaient des histoires épiques, dites avec beaucoup d'humour aussi. Tout à coup, pendant les désastres des bombardements, il y avait des coups d'éclat de rire. Des éclats de rire comme ça, parce qu'il y avait quelque chose de ridicule qui se produisait dans
dans l'histoire. Ma mère, par exemple, qui est la pauvre, a été persécutée toutes les nuits de sa vie du cauchemar du son de la sirène de l'alarme aérienne. Ma mère était la première qui devait partir pour le refuge antiaérien quand commençait le son de la sirène. Elle partait le plus vite possible. Elle s'allait coucher avec les chaussures. Et dès qu'elle partait, sa mère lui criait dans l'escalier « Prends les bonnes places !» Parce qu'il y avait des bonnes places. Le premier arrivait et faisait des réservations dans le refuge antiaérien. Donc il y avait toujours, dans cette catastrophe des bombardements, parce que Naples a cassé le nombre majeur de bombardements en Italie, il y avait aussi ce côté. Alors j'étais un écouteur, je suis devenu un écouteur. Et à travers l'écoute, tout ce qu'il disait avait une représentation physique dans les autres sens. Alors je pouvais participer, tous les autres sens, participer à travers l'ouïe, à toutes les histoires et les sensations physiques. C'est pour ça que pour moi, l'ouïe est l'arbre majeur de la connaissance. Dites-moi un de vos livres qui serait né d'un son, justement, d'un souvenir, d'un son, où ça aurait été le point de départ d'un de vos livres. Est-ce qu'il y en a un où ça vous reviendrait à l'esprit? Tout. Ils sont tous partis d'un son. Oui. D'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, vous avez raconté que chez vous... voix, parce que j'écris des voix. Mes phrases ne sont pas plus longues du souffle qu'il faut pour le dire. J'arrive au point parce qu'il faut respirer. C'est une indication de respiration. Quand je vais à la ligne, alors une respiration un peu plus longue. Quand je laisse des lignes vides, alors je suis allé prendre le café. Et vous y reviendrez plus tard. Vous racontiez que chez vous, quand même, les livres, c'était le silence. C'était pas les voix, c'était pas le son, c'était pas les bruits, parce que vos parents avaient presque tapissé les murs de votre chambre de livres. Les livres servaient de protection contre le bruit du monde aussi. Si, mais c'était pas ma chambre, c'était la chambre des livres. J'étais hôte de la chambre des livres de mon père. C'était un matériel isolant magnifique. C'était la chambre la plus insonorisée de la ville de Naples. Et c'est pour ça que depuis, vous aimez le silence. Et vous aimez les livres parce que vous aimez le silence. Ou le silence parce que vous aimez les livres. Eri De Luca. Moi, le silence, c'est pas trop important. Parce que j'ai une bonne capacité de concentration. Donc, s'il y a du bruit autour, j'arrive à me concentrer quand même. En 2015, Eri De Luca, vous voilà assigné en justice par les dirigeants de Lyon-Turin, de cette ligne ferroviaire, pour incitation à, et pour avoir estimé que les sabotages étaient nécessaires. S'en suivra un livre qui s'intitule « La parole contraire », qui est paru en 2015, un livre dans lequel vous réfléchissez et vous tournez autour du verbe « saboter ». Est-ce que vous pensez que notre époque a perdu le sens des mots ? Non, les mots glissent, les mots changent de sens. Même le verbe saboter a changé. Parce que au départ, c'était un verbe de dommage matériel, non ? C'est un mot français. Je suis gré à la langue française aussi par l'introduction du mot saboter. Parce qu'il vient du sabot. C'est un mot qui vient du sabot. Il vient d'une lutte ouvrière dans l'industrie textile du XVIIIe siècle, où l'introduction des premières machines ustensiles expulsait de la force ouvrière. Alors, il y avait ce sabotage. Des ouvriers jetaient leurs sabots, donc ils restaient pieds nus, parce qu'il n'y avait pas une escorte de sabots à la maison. Ils jetaient les sabots dans les machines pour les endommager. Bon. Alors, ce qui est important pour moi dans cette première lutte et premier emploi du verbe saboter est que qui faisait cet acte de sabotage étaient les ouvriers qui étaient restés dans l'usine, qui le faisaient contre
leur propre intérêt, pour solidarité, fraternité avec les autres expulsés. Pourquoi ça, pour moi, est important. Après, le verbe saboter a changé de sens. Quand des ouvriers font une grève, bon, ils font un sabotage de la production, mais sans rien gâcher matériellement. Quand il y a une opposition parlementaire qui fait de l'obstructionnisme dans une loi, ils font un sabotage de la loi. Donc, un soldat qui obéit mal aux ordres sabote le même ordre. Donc, même le verbe saboter est devenu appris un sens plus large et plus praticable. Alors, saboter cette ligne, c'est pas endommager le filet de récinction que c'était un acte symbolique de rien du tout. A été toute l'activité d'une dizaine d'années de cette ballet à l'unanimité qui a réussi à retarder au ridicule cette œuvre qui n'est pas encore là. Alors je reviens à un autre mot qui a donné le titre à l'un de vos romans, en français en tout cas, impossible. Est-ce que pour vous, Éric De Luca, rien n'est impossible? Non, pas pour moi, mais régulièrement. Dans la vie, ça s'avère des choses que jusqu'au moment avant étaient imaginées impossibles. Et tout de suite, ils sont devenus évidentes. Qui aurait jamais imaginé que on s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait, on restait enfermé dans la maison, et tout le pouvoir n'était pas aux économistes, mais aux médecins. Étaient devenus les maîtres de la télévision, les médecins. Qui n'aurait jamais imaginé quelque chose comme ça? C'était impossible. Une nation perdait des 10 points de pile de produits bruts, intérieur brut. 10 points de vue, ça c'était la catastrophe mondiale, l'effondrement total. C'est avéré et on est encore là. Donc l'impossible se produit régulièrement. On n'échappe jamais à son passé, vous nous le rappeliez, Éric De Luca, et vous le rappelez dans chacun de vos romans, dont dans Impossible, qui est sorti en 2020 en France, et qui oppose, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui oppose le suspect d'un meurtre à son juge. Dans les Dolomites, un homme chute, se tue. Derrière lui, un autre homme parti marcher seul donne l'alerte. L'enquête va montrer qu'ils se connaissaient, ces deux hommes, qu'ils étaient d'anciens compagnons de lutte 40 ans plus tôt, et que celui qui meurt ce jour-là avait dénoncé ses camarades, avait parlé à la police. Impossible, dans ce livre-là, vous mettez en scène un duel inégal, une joute verbale entre les deux hommes. Possédez le verbe, Éric De Luca, et vous êtes un écrivain. Donc logiquement, vous savez manier les mots. Et vos lecteurs vous diront que oui, et vous savez même très bien les manier. Savoir manier les mots, pouvoir les manier, c'est une arme qui est utile dans la vie. Vous le pensez aujourd'hui? Je ne l'appellerai pas une arme. Non, c'est un outil. C'est un outil qui vient plus que de la facilité à écrire, de la quantité des livres lus. C'est un effet secondaire de la lecture régulière. Un effet secondaire, c'est le fait de devenir citoyen et propriétaire de la langue, et pas un client de la langue. Et donc, quelqu'un qui lit beaucoup est quelqu'un qui se défend mieux. Son système immunitaire réagit mieux aux versions officielles, aux mensonges d'État, aux fausses versions de la réalité. Si quelqu'un dit que, par exemple, qu'en Italie, il y a une invasion d'immigrés, moi je dis qu'il n'y a aucune invasion. Il n'y a aucune invasion parce que l'invasion est quelque chose de militaire, qui regarde l'occupation d'un territoire à travers des forces armées qui vont sous-juguer un autre territoire. On ne peut pas parler d'invasion pour des gens qui arrivent comme ça, un par un, éparpillés et désarmés, femmes et enfants compris. Donc, en plus, l'Italie n'est pas un pays en cours d'invasion, et un pays en cours d'évasion.
parce qu'il y a beaucoup plus de millions d'Italiens qui se sont partis, plutôt que de la petite quantité de nouveaux arrivés. Donc c'est exactement le contraire. Mais je peux faire ça parce que je connais mon vocabulaire. Quelqu'un dit, bon, invasion, ça peut engloutir ce mot faux sans réagir. Et ce mot faux, à son intérieur, fait des dégâts. Son système immunitaire ne le repousse pas. Mon système immunitaire, repousse avec un petit... comme ça. Alors, qui lit beaucoup de livres a un avantage supérieur. Je peux dire que si on se dispute, quelqu'un qui a lu plus de livres d'un autre qui a lu beaucoup moins est avantagé d'une manière déloyale. Il a un avantage déloyal. Et comme dans une bagarre, dans un bistrot, une bagarre, quelqu'un qui est sobre, n'a pas bu, est plus avantagé de quelqu'un qui a bu. Donc c'est quand même un peu une arme. Non, c'est un outil. Mais vous faites différence. Le marteau est un outil, mais si je vous le donne sur un pied, c'est une arme. Mais c'est un outil. Moi, je croyais que l'outil, c'était vos mains. Vous l'écrivez d'ailleurs dans ce livre « Diable gardien », accompagné des dessins d'Alessandro Mendini. Vous parlez de vos deux mains, de cette main gauche servile et de cette main droite utile. Et vous dites « Mes deux mains, je ne les ai pas ou rarement gardées dans mes poches ». C'est pas les mains, l'outil du travailleur, quand vous êtes allé après à Turin, que vous avez bossé en usine, l'outil quand vous avez travaillé avec un ébéniste, quand vous avez travaillé dans des manufactures, et l'outil de l'écrivain aussi, les mains, non ? Oui, mais ce sont les mains qui m'ont donné à manger. Et comme ça, comme on dit le proverbe russe, ce sont les pattes du loup qui lui donnent à manger, pas la bouche. Parce que les pattes du loup, ils font marcher pour trouver la nourriture. Et moi, les mains m'ont donné ma nourriture à moi. Donc ça a été l'avant-garde de mon corps. Ce qui se produit aussi heureusement en montagne. Quand je grimpe, les mains sont l'avant-garde de mon corps. Et quand vous écrivez, écrire c'est un travail manuel ? Pour moi, si, parce que j'écris avec la main. Pas avec les doigts sur l'ordinateur, avec le bout des doigts. J'écris avec toute la main. Toute l'encre sur le papier. C'est une question de... C'est tactile. Non, la voix, ma voix, la voix de l'histoire, la phrase, va à la vitesse ou à la lenteur de la main. Et donc, la main, ce n'est pas un outil, mais c'est une espèce de directeur d'orchestre pour moi. Décide la durée de la phrase et de la respiration. J'en reviens au passé, un peu, Eri De Luca, et peut-être à la fabrique de l'écrivain, puisque c'est aussi ce qu'on essaye d'analyser, d'étudier, d'en apprendre un peu plus sur vous à travers cette masterclass qui se joue aujourd'hui dans l'auditorium de la BNF. Après Naples et Rome, après vos années de jeunesse engagée, vous allez donc à Turin, où c'est une nouvelle vie qui commence, une fois encore. Quand vous intégrez l'usine Fiat, vous allez enchaîner les boulots manuels, on l'évoquait, après ouvrier, manutentionnaire, maçon, avant de vous engager dans l'humanitaire et puis d'aller un peu à l'assaut, je sais que vous n'allez pas aimer ce terme un peu guerrier, mais du monde. Est-ce que pendant ces années-là, ces années d'ouvrier, est-ce que l'écriture déjà vous accompagne ? Oui, si, l'écriture m'accompagne. Mais m'accompagne et a une force me donne de la force de résistance. Ça veut dire que quand je termine une journée de travail ouvrier, je suis épuisé, fatigué, mais j'ai cette demi-heure ajoutée d'écriture avec laquelle je continue une histoire qui m'a tenu compagnie même pendant les heures du travail. Et donc cette petite demi-heure à la fin de la journée a, oui, pour moi, la force, le pouvoir d'être à contrepoids de tout le reste de la journée.
Cette petite écriture m'a sauvé le temps de la journée, prise et vendue par salaire. Donc c'est pour ça que pour moi, l'écriture n'a rien à voir avec le mot travail. C'est toujours le contraire. Le temps sauvé à l'intérieur d'une journée de travail et le temps qui avait la prétention de justifier de la journée de travail. Et vous avez eu cette très belle formule, le livre est la forme matérielle de la résistance. Hein. C'est déjà comme ça que vous le concevez quand vous commencez à écrire pendant ces années-là. Courbez le dos, écrivez-vous dans Diable gardien, courbez le dos pour repriser un accro comme le pêcheur. Ça, c'est un geste noble à vos yeux. Mais courber le dos par respect devant une autorité publique, ça produit au contraire de la soumission. Voilà ce que vous écrivez dans ce livre. Et vous vous présentez un peu comme un insoumis jusqu'au bout. Hein. Est-ce que pour vous, du coup, quand vous écrivez, vous n'écrivez pas courbé, vous écrivez toujours le dos droit? Mécanique, j'ai écrit d'une manière très curieuse. J'ai écrit comme ça. Jamais à la table, toujours sur mes genoux. Donc je suis pas comme je suis. C'est presque la position du fœtus. Hein. Il y a un côté cocon un peu, non? C'est une position très confortable. Ouais. Peut-être que. C'est peut-être celle qui vous permet de retourner voir en arrière aussi, d'aller vous replonger dans vos souvenirs, comme vous l'évoquiez. On a parlé un peu du passé, on n'a pas parlé du présent directement. Est-ce que ce présent, celui de la pandémie, celui de la crise des migrants que vous avez si un peu abordé, ce présent du réchauffement climatique, est-ce que ce présent, il vous inspire? Et est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle vous bluffe d'une certaine manière, elle vous épate dans ses engagements? Parce que vous disiez en 68, tout était facile pour la jeunesse, on s'engageait presque comme on respirait. Est-ce que vous êtes aujourd'hui surpris, étonné par cette jeunesse et par ses engagements? Je crois, je me trompe, peut-être je me vais tromper, mais je crois qu'il y a une ressemblance, on se ressemble. Cette génération, cette nouvelle génération, cette née dans les années 2000, avec ma génération, dans une chose décisive, ils s'occupent du monde. Nous étions engagés sur échelle mondiale. Nous nous occupions du Vietnam ou de l'Angola ou du Chili. Non, la génération qui s'est plus occupée des politiques étrangères. Parce qu'il y avait le monde qui était plein d'insurrections et de revendications. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui s'occupe à nouveau du monde, avant de s'occuper de son... parce que le monde coïncide avec le futur, maintenant, avec cette génération. Ils se sont responsables. Ils ressentent la responsabilité de se mettre le monde à l'ordre du jour. Donc toute cette jeunesse, c'est une jeunesse qui se prendra la charge d'inventer toute une nouvelle économie de la réparation. Et l'avenir, vous, c'est un temps qui vous intéresse ou il vous fait peur? C'est pas une temporalité refuge. Je l'ai eu l'avenir, j'ai eu beaucoup d'avenir. Au passé. Oui, un avenir immense j'ai eu. Mais non, maintenant je marche à semaine. Dans Le poids du papillon, ce livre qui raconte l'histoire d'un braconnier, d'un ancien révolutionnaire un peu déchu, qui part à la chasse au chamois, qui est une traque, qui prend l'allure d'une quête à travers la confrontation d'un homme avec la nature, Eri De Luca. Dans ce livre, il est question aussi des enjeux qui nous concernent aujourd'hui. Vous disiez de cette jeunesse qui entend réparer le monde. Comment est née l'idée de ce roman? Est-ce qu'il est né en grimpant? Parce que vous êtes aussi un marcheur, un homme de montagne, qui est allé chercher les cimes. Si, exactement. Quand je marche en montagne... C'est la première fois que vous dites oui à une de mes questions. Normalement, vous commencez tout par non depuis une demi-heure. Merci.
Non, à propos de l'outil et de l'arme, oui, je peux pas être d'accord. Donc mais non, les autres non, je les ai oubliés, pardon. Mais oui, toujours, que c'est l'endroit meilleur quand je marche. Mais pas seulement en montagne, je suis à côté d'une plage et je viens souvent marcher sur la plage. Quand je marche pendant quelques heures, là il y a toute une visite d'histoire, de souvenirs. Et donc, si je peux choisir, parfois je repousse tous ces souvenirs. Parfois, ce sont des souvenirs qui me persécutent, une persécution de certains souvenirs. Mais si, quand je bouge, quand je respire régulièrement, et le corps marche, et le corps est en pleine fonction, oui, la tête est pleine de visites. Quelle est votre définition du bonheur? Quelle est votre idée du bonheur? Dans la Constitution américaine, il y a un article qui dit que le citoyen a le droit au bonheur. Hein? Mon idée est que le bonheur est un devoir. C'est un devoir, être heureux. C'est un devoir. Mais on ne peut pas fonder une police, une communauté sur le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui se produit tout à coup, sans aucune prévision, et dure des petites secondes, comme des étincelles de bonheur, qui se produisent continuellement. Je suis continuellement heureux pour des étincelles de secondes. Parfois, même ce soir, même j'ai des étincelles de bonheur, comme ça, hein, qui produit par votre... Ouais. Rattrapez-vous. Quelle est la langue du bonheur pour vous, Éric De Luca? Le napolitain. Le napolitain? Si. Et ça, c'était la langue maternelle? Si, ma langue maternelle, c'est le napolitain. Mais votre père, il a voulu vous apprendre l'italien. Il a pensé que c'était important que vous parliez l'italien. Pourquoi? Parce que c'était la langue qui était à l'étranger, non, hors de la ville. Et donc, c'était la langue officielle. Il fallait la parler sans accent. Par contre, le napolitain, on écoute l'accent napolitain. Quand un napolitain parle en italien, on sent la présence de la cadence napolitaine. Mon père disait non, c'était toute une autre langue, n'a rien à voir avec le napolitain. C'était une langue qu'on parlait seulement avec lui, à la maison, quand il était à la maison. Donc c'était une langue calme, n'hurlez pas le napolitain, l'italien. C'était encore mieux, c'était une langue muette, qui était dans les livres, muette, silencieuse complètement. Donc c'était le contraire du napolitain. Et c'était paisible, il prenait son temps, l'italien avait toutes les syllabes qu'il fallait, le napolitain coupe toutes les syllabes, et une page en napolitain, c'est la moitié d'une page en italien. Et donc, non, c'est ma langue de bonheur, mais c'est aussi la langue de ma rage. Quand je suis fâché contre moi, je m'insulte en napolitain. Et vous rêvez en napolitain? Non, je ne rêve presque rien. Non. Parfois, il y a quelques visites, mais comme rêve, je me souviens pas des rêves. Mais vous écrivez en italien. Vous le dites, vous l'écrivez dans Monte d'Idio, que l'italien que vous avez appris sur les bancs de l'école que vous allez arrêter assez tôt. Vous n'étiez pas hyper à l'aise, en tout cas, c'était pas là où vous aviez envie d'apprendre. Vous dites que les études que vous avez faites à ce moment-là vous suffisent. Je sais l'italien, une langue paisible qui reste sagement dans les livres. L'italien, c'était la langue des livres quand même pour vous, hein? Si, c'est la langue des livres de mon père. C'était la langue que je peux commencer à connaître à travers les lectures, parce qu'il y avait tous ces échafaudages de livres qui arrivaient jusqu'au plafond. Parfois, dans quelqu'un tremblement de terre, quelques bombes tombaient aussi sur moi. Donc c'était le choix du cas. Je pouvais lire l'offre de tomber
de là-haut. Vous comprenez le latin, vous comprenez le grec, le yiddish, l'hébreu, un peu le swahili de vos années d'humanitaire en Tanzanie. Vous parlez le français, vous parlez l'anglais, le napolitain, vous l'avez dit, l'italien, évidemment. Et vous n'écrivez qu'en italien. Vous n'avez pas choisi les autres langues pour écrire, en tout cas. Hein. Pas même le français, qui est une langue que vous affectionnez. Vous parliez de tous ces Italiens qui partent. Vous êtes toujours resté. Vous êtes resté notamment dans votre langue. Est-ce que vous direz que l'italien, c'est aussi une langue vivante, une langue fraternelle, et pas une langue de dominant et de dominé, contrairement au yiddish, hein. Vous avez dit une fois que cette langue-là, c'était celle que plus personne ne voulait parler. C'était la langue de la défaite et la langue de l'humiliation, hein, le yiddish après la Shoah, et que c'est aussi pour ça que vous avez souhaité l'apprendre. Au contraire, l'italien pour vous, c'est une langue qui n'a, elle aussi, ni Dieu ni maître, ni dominant ni dominé. C'est une langue vivante. C'est une langue vivante, mais c'est une langue que j'aime beaucoup parce que c'est une langue qui est arrivée en retard. C'est toute l'Italie. Dans toute l'Italie, on parlait des dialectes locaux, napolitain, mais aussi tous les autres dialectes, qui étaient incompréhensibles l'un l'autre, et encore sont incompréhensibles l'un l'autre. Dans l'armée italienne, il y avait un traducteur pour faire connaître les ordres des officiers aux soldats qui ne comprenaient rien de l'italien. Donc il y avait un traducteur dans les différents dialectes. L'italien est arrivé tard, mais est devenu comme une espèce de canal central où tous les dialectes sont devenus des affluents qui entrent dans le... Et ce qui me plaît dans l'italien est toute cette variété de dialectes qui se transforment dans l'italien et qui le rend fluide, qui le rend élastique. Quand je lis un écrivain, ça me plaît de retrouver le cale du dialecte à l'intérieur de la langue italienne. Donc c'est pour moi une langue très riche, grâce à toute cette contribution de vocabulaire différente. C'est aussi la question de la langue et la question de la langue et de la mémoire que vous confrontez dans un autre de vos livres, Le tort du soldat, Eri De Luca. Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi dans ce livre-là, avec ces convives attablés au restaurant, vous mettez en scène la confrontation entre les langues, justement, et donc les mémoires? Le tort du soldat, c'est une histoire d'une fille qui s'aperçoit à 20 ans que son père, vient à savoir que son père est un criminel nazi, l'Atitan, qui a changé de nom. Et donc c'est une histoire de réaction, de relation avec ce père maudit. Mais c'est une histoire où la langue devient un outil de perte, un outil de vengeance. Mais je n'ai pas envie de parler de ce livre. Je voudrais être un peu plus précis sur votre question. Quel choc de langue vous dites là-dedans? Il y a le yiddish. Oui, du narrateur. Yes, oui. Il y a le yiddish. Mais le yiddish, c'est une... Le narrateur, c'est quelqu'un qui est en train de traduire des pages de cette langue, de cette yiddish. C'est une langue que j'ai voulu apprendre quand je suis revenu du cinquantenaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie était une insurrection du 1943 et dans le 1993, il y avait une célébration du cinquantenaire à Varsovie et je suis allé. Parce qu'un héros de mon enfance était Marek Edelman, qui était un des combattants de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et je suis resté là, je connaissais déjà l'hébreu, l'ancien hébreu. Et quand je suis allé là, je me suis trouvé avec cette lettre hébraïque
de l'Yiddish que je ne savais pas lire. Et c'était un moment de honte pour moi. J'ai ressenti de la honte. Et la honte, pour moi, est quelque chose qui ne passe pas si il faut faire quelque chose pour se débarrasser de la honte. Ce n'est pas comme une indignation, non. Il y a l'indignation. Mais l'indignation passe. La colère passe. Mais la honte ne passe pas. La honte ne passe pas si on fait quelque chose pour la soigner. Pour se soigner de la honte. Et alors, la seule chose que je pouvais faire pour me soigner de cette honte, c'était d'apprendre le yiddish. Et comme ça, j'ai acheté une grammaire en anglais de yiddish. J'ai commencé à apprendre le yiddish. J'ai commencé à lire en yiddish. Et j'ai mis un an pour lire mon premier livre de yiddish, mais c'était long. C'était la Die Familie Muscat d'Isaac Bashevis Singer. Et comme ça, j'ai commencé aussi à traduire de yiddish. Et le protagoniste de cette histoire est un traducteur de yiddish. Et vous êtes écrivain et vous êtes aussi traducteur. Qu'est-ce que c'est la traduction pour vous? C'est un acte d'admiration. Ce n'est pas un acte professionnel. Parce que les professionnels doivent produire beaucoup de pages. Par exemple, quand j'ai fait certaines traductions de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Hébreu, et ma vitesse de traduction est celle d'un vers par jour. Donc, on ne peut pas... Un traducteur meurt de faim. Comme ça. Donc, pour moi, c'est un acte d'admiration. Mais dans le cas de l'ancien hébreu, ma recherche, ce n'est pas celle du vocabulaire. Je cherche le mot que je dois traduire, je le cherche dans tous les endroits des autres livres. Je fais une comparaison de tous les lieux où ce mot se produise, se manifeste. Et à travers cette comparaison, je peux arriver à un seul mot en italien. Ça semble une chose normale. Mais dans les traductions de l'Ancien Testament, c'est régulièrement le contraire. Régulièrement, les traducteurs traduisent le seul mot hébraïque en 3-4 façons différentes dans l'endroit du texte. Régulièrement, c'est comme ça, c'est la règle. Je me suis acharné à cette précisation et à cet exercice de calque de l'ancien hébreu dans l'italien. Mais pour faire ça, il faut garder l'intensité du seul mot hébraïque et pas l'éparpiller dans des sens différents. Vous voulez un exemple? Non, je vous l'épargne. Non, mais je pensais du coup, vos livres sont traduits partout dans le monde. Vous allez nous dire que vous n'êtes pas soucieux, j'imagine, des traductions de vos livres. Vous êtes soucieux de traduire ceux des autres comme un exercice d'admiration. Mais est-ce que vous vous intéressez aussi à la manière dont vos propres livres, vos livres à vous, sont traduits dans des langues étrangères? Je ne peux pas, parce que le pauvre coréen, non, mais sais pas. En français, en anglais. En français, si. En français, si, parce que j'ai une relation avec ma traductrice qui dure des dizaines d'années. Elle a commencé avec mon premier, Daniel Valin, a commencé avec mon premier livre et continue à traduire toutes les lignes que je continue à écrire. Donc, si, avec elle, oui, mais dans les autres langues, non, je ne suis pas... C'est de la chance, non? Dans une autre langue, tu peux rencontrer un bon traducteur, tu peux rencontrer un mauvais traducteur. C'est l'affaire des maisons d'édition qui achètent les droits du livre. Ça ne vous appartient plus après? Non, d'accord. C'est pas mon cas. Vous êtes un grand lecteur de l'Ancien Testament, des Écritures saintes. Est-ce que l'objet livre, Eri De Luca, touche pour vous au sacré, quand même, aussi, dans le sens où il ouvre la porte au silence, dans le sens où il représente une forme d'éternité, quand même, le livre, l'écriture. Le livre, le format livre. Les Écritures, l'écriture, le livre, oui. Non, rien de sacré. Rien de sacré. Non, de sacré, non. Mais par exemple, dans l'Écriture sainte, ce que je trouve comme sacré, c'est toutes les couches des lecteurs précédents. C'est toutes les couches des lecteurs des autres siècles, des autres époques, qui avec ces livres ont
se sont fait accompagner dans les deuils, dans les fêtes, dans les mariages, dans les naissances, dans les morts. Tous ces emplois de cette écriture sur la vie des personnes, toutes ces couches ont formé l'épaisseur du sacré de ce livre. Est-ce qu'il y a une phrase que vous avez lue, que vous aimeriez voir écrite sur votre tombe ? Je pourrais voler l'épitaphe à une écrivaine américaine. Sur son cercueil, sur sa pierre, elle a écrit « Excusez ma poussière ». Alors à propos de poussière, est-ce que la question de la trace qu'on laisse sur Terre, est-ce qu'elle vous préoccupe? Et c'est cette question de la postérité aussi, Eri De Luca. Est-ce que vous y réfléchissez à ça? Non, la postérité. Non. Non, j'espère d'être oublié le plus vite possible. Vraiment? Ah, si. Mais dès que je suis là, je suis heureux d'avoir la perception que certaines personnes du passé sont en train de lire mes lignes. Des personnes qui ne sont plus là, mon père par exemple. Mon père, j'ai l'impression quand j'écris qu'il est sur mon dos comme une espèce de perroquet et qui regarde. Et parfois, quand je suis trop février dans l'écriture, il fait un peu des bruits napolitains pour me calmer, non? Comme ça, non, pour me dire du calme. Hein. Il avait lu votre premier livre? Il a eu dans les mains mon premier livre, mais il ne pouvait plus lire, il est devenu aveugle. Donc il a ouvert le livre, il a mis le nez dedans. Il a ouvert le livre, il a mis le nez dedans. Et a reniflé les pages, la sauce. Mais il est mort tout de suite après, donc il n'a plus pas. Il s'est épargné la séquence. Vous avez encore ce sentiment d'imposture, vous l'avez évoqué une fois. Il vous habite encore ce sentiment-là? Si, c'est un sentiment d'éducation napolitaine. On se trouve toujours en un trou. Je me trouve toujours en un trou dans les situations. Mais même quand je reviens à ma maison, j'ai l'entente que j'ouvre la porte. Non, il n'y a personne, mais je demande permis. C'est comme une formule de bienvenue que je me donne à moi-même, de permis. C'est napolitain ou c'est chrétien, ça? Ce sentiment-là vous vient d'où? Le sentiment de culpabilité. Je le prends pour napolitain. Bon. Mais je ne pense pas que des autres napolitains ont le même sentiment. Mais pour moi, a une racine napolitaine. Vous avez reçu, pour lutter contre ce sentiment d'imposture, de nombreux prix, et notamment un prix du livre européen. Est-ce que vous considérez, Eri De Luca, aujourd'hui comme un écrivain napolitain, italien seulement, ou aussi comme un écrivain européen? Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à cette grande famille de la littérature européenne qui va peut-être de Goethe à Cervantes, que vous citiez tout à l'heure, en incluant des romanciers britanniques, polonais? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette famille aujourd'hui? La famille à laquelle elle appartient, c'est une famille d'écrivains du monde. Mais je le peux dire comme lecteur. Je suis un lecteur. Le lecteur que je suis m'a donné cette citoyenneté internationale. Comme lecteur. Comme écrivain, non. Je reste napolitain. Je reste un écrivain napolitain. Le premier livre que j'ai écrit, alors Feltrinelli m'a publié, avait demandé à un écrivain d'écrire une page d'introduction, de présentation pour moi. Et il avait écrit une belle page sur mon premier livre qui parlait d'une atmosphère à la Bergman. Non. Et j'ai dit non, pardon. Lui était maître. Pardon, maître. Il faut mettre Napoli. Parce que c'est Napoli là-dedans. Ah, mais je voulais te soustraire de la dénomination d'origine. Non, je l'avais souligné. Je reste un écrivain napolitain. On parle toujours des livres qu'on a écrits et jamais de ceux qu'on n'a pas écrits. Quel est le livre que vous n'avez pas écrit, Eri De Luca? Ah, qui sait? Mais il existe? Non.
Non, il existe seulement les livres que j'ai voulu écrire. Non, mais dans votre tête, il n'existe pas non plus? Non. Sinon, j'aurais essayé, non? Non, c'est comme dire, quel est le vin que tu n'as pas bu? Tous les vins, j'ai bu tous les vins que j'ai voulu. Je n'ai pas de désir raté de vin à boire. Un grand roman d'amour, un grand polar, un grand... Non, tous les... Pourquoi grand? Parce que vous employez ce grand. Ce sont toujours minces, mes histoires. Mais... Non, je suis déjà assez productif. C'est vrai. Je me prends comme quelqu'un qui... Avec une cinquantaine de livres traduits notamment en France. Sur ce sentiment d'imposture, et je terminerai là-dessus, Éric De Luca, est-ce que les honneurs ou est-ce que certains honneurs consolent? Non, pour moi, c'est un peu ridicule. Ils font rire. C'est quelque chose... On a pris quelqu'un pour un autre. Non, c'est un équivoque. Mais c'est toujours un privilège de recevoir des prix. Par exemple, je ne le reçois pas en Italie. Je suis complètement privé de prix italiens. Parce que je ne les veux pas. Alors, ça suffit que je ne les veux pas pour ne pas les recevoir. Ça veut dire que mon éditeur est empêché d'envoyer mes livres dans les concours littéraires. C'est une imposition que j'ai donnée depuis le premier livre et que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Mais je n'ai pas de juridiction à l'extérieur. Donc je prends des prix à l'extérieur. Il sont arrivés des prix tombés des prix de l'extérieur. Aujourd'hui, vous allez recevoir le prix de l'écrivain qui dit le plus souvent non comme réponse à une question. Et c'est un honneur. Bon, vous recevez... Vraiment, c'est ma spécialité? Oui. Mais c'était un honneur pour moi aussi de vous me flattez comme ça. Merci beaucoup, Éric De Luca. Merci mille fois. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.